Bonjour et bienvenue dans un nouvel épisode de l'Inde et la gauche mondiale. If you are new to the show, please hit that subscribe button. Also consider becoming a YouTube member, a Patreon, or donate small amount given in the link in the description box. Without further ado, let me welcome our guest tonight, Professor John Bellamy Foster and Professor Le Prabhat professeur John Patnaik. Bellamy Foster et le professeur Prabhat Patnaik. Le professeur Foster est un éminent théoricien marxiste et le rédacteur en chef de Monthly Review. Il est surtout connu pour ses travaux sur la manière dont le capitalisme perturbe la relation entre les sociétés humaines et la nature. Ses recherches établissent un lien entre impérialisme, capital monopoliste et crise écologique, faisant de lui une voie essentielle pour comprendre comment le capitalisme alimente à la fois la dégradation environnementale et les conflits mondiaux. Le professeur Prabhat Patnaik est un éminent économiste marxiste et un grand théoricien de l'impérialisme dans l'économie mondiale contemporaine. Ses travaux portent sur la finance mondiale, l'inflation, la crise agraire et les contraintes structurelles auxquelles le Sud global est confronté sous le néolibéralisme. Il a abondamment écrit sur la manière dont le capitalisme moderne reproduit les hiérarchies impériales à travers les flux financiers, l'austérité et la compression de la demande. Professeur Patnaik et professeur Foster, bienvenue à vous deux. Merci. Welcome to both of you. Thank you. Merci. If we could start with Professor Patnaik, Si nous pouvions commencer avec le professeur Patnaik, je me demandais, comment voyez-vous cette guerre, étant donné que les médias dominants la présentent comme une guerre entre les États-Unis et Israël d'un côté et l'Iran de l'autre? Je me demandais, compte tenu de vos travaux sur l'impérialisme, est-il juste de la qualifier de guerre impériale? Et si oui ou non, pourquoi? And if yes or if no, why? Well, absolutely, you are right that it has to be defined. Eh bien, absolument, vous avez raison de dire qu'il faut la définir comme une guerre impériale. Vous voyez, je pense que tout d'abord, l'attitude de l'impérialisme envers le Sud global a changé de manière spectaculaire. De façon notable, depuis l'effondrement de l'Union soviétique, nous avons vu des interventions impérialistes contre Mossadegh en Iran, contre Arbenz au Guatemala, contre Allende au Chili, et ainsi de suite. Mais toutes ces interventions étaient, pour ainsi dire, orchestrées par la CIA, par divers agents. Ce n'étaient pas des interventions militaires directes. Avec l'effondrement de l'Union soviétique, l'impérialisme s'est senti encore plus enhardi à entreprendre des interventions militaires directes, dont nous avons eu quelques exemples antérieurs, comme l'Irak, la Libye et le Venezuela. Venezuela, and now Venezuela was a dastardly operation. Le Venezuela était une opération infâme, et maintenant, il y a ce bombardement de l'Iran. Je pense que la raison pour laquelle l'impérialisme est si désespéré d'intervenir, et cela remonte à bien avant Trump, réside dans le fait que l'ordre impérial d'après-guerre était très étrange. Sous l'hégémonie britannique, sous l'impérialisme britannique, alors que la Grande-Bretagne enregistrait d'énormes déficits courants vis-à-vis des pays alors nouvellement industrialisés, comme l'Europe continentale, les États-Unis, le Canada, l'Australie, la Nouvelle-Zélande, l'Afrique du Sud, et ainsi de suite, et qu'elle exportait même des capitaux vers ces mêmes économies, elle ne s'est jamais endettée. La raison pour laquelle il n'a pas contracté de dette est qu'il a extrait d'énormes quantités de ce que les écrivains nationalistes indiens appelaient le drainage de surplus de ces colonies tropicales, comme l'Inde, la Malaisie, les Antilles, et ainsi de suite. Maintenant, les États-Unis ne possèdent pas ce type d'empire colonial, et pour cette raison, même s'ils en avaient un, il est douteux qu'ils auraient réellement pu équilibrer leurs paiements. Mais ils ont réussi à le faire pendant les années d'après-guerre, en donnant essentiellement leur reconnaissance de dette au reste du monde, inondant la planète de dollars, considérée comme une forme dans laquelle les détenteurs de richesses du monde peuvent conserver leur fortune. As a result, you have
En conséquence, vous avez le pays le plus riche du monde, le pays le plus puissant du monde, qui est aussi le pays le plus endetté du monde. Cela confère bien sûr une énorme fragilité au système financier international. Les gens disent « D'accord, ce n'est pas si fragile car aucune monnaie ne peut réellement concurrencer le dollar. » Mais ce n'est pas une question de monnaie. En réalité, c'est une question de mouvements internationaux, en cas de tension, du dollar vers les matières premières, comme cela s'est effectivement produit lorsque le président Nixon a rompu le lien entre le dollar et l'or. Il y a alors eu un transfert massif du dollar vers les matières premières en raison de l'énorme inflation. Or, une inflation aussi massive, en particulier à l'heure actuelle, alors que les travailleurs du monde entier souffrent non seulement de l'aggravation des inégalités de revenus à l'échelle mondiale, mais aussi de la récession engendrée par ces inégalités, déstabiliserait totalement et profondément l'ensemble du système sur le plan politique. Ainsi, depuis un certain temps, l'impérialisme américain tente de s'emparer des ressources mondiales afin de renforcer sa balance des paiements et de consolider la position du dollar. Et cela, à mon sens, n'est en réalité que la poursuite du même effort. Si les États-Unis pouvaient réellement prendre le contrôle de la majeure partie des ressources pétrolières mondiales, ce qu'ils ont réussi à faire au Venezuela, et étant eux-mêmes un important producteur de pétrole, et s'ils avaient pu faire de même en Iran, alors les États-Unis se trouveraient dans une position où, en cas de passage du dollar au pétrole, ils pourraient renforcer le dollar. De plus, ils pourraient également empêcher un tel changement en intervenant sur le marché grâce au pétrole sous leur contrôle. Il s'agit donc véritablement d'un effort impérialiste visant à consolider leur position dans une économie mondiale d'une fragilité financière extraordinaire. Professeur Foster. Eh bien, je pense que c'est un honneur d'être ici avec le professeur Patnaik, dont je lis les travaux depuis ma jeunesse et que je vénère profondément. Je pense que tout ce qui a été dit ici est juste, mais je voudrais souligner d'autres aspects de la question, peut-être d'une manière plus générale. Je vois cela comme une partie de la géopolitique des États-Unis, une géopolitique impériale, une nouvelle grande stratégie. Les États-Unis, bien sûr, étaient la puissance hégémonique incontestée après la Seconde Guerre mondiale, mais cette domination a considérablement diminué. Et il y a en réalité deux étapes que nous devons examiner à notre époque. L'un des éléments est la disparition de l'Union soviétique et des sociétés de type soviétique, ainsi que la décision des États-Unis, à cette époque, de devenir une puissance unipolaire dominant le monde entier, une véritable ambition de puissance mondiale. Et cela a été formulé au sein du département de la défense américain. Les États-Unis allaient renverser diverses sociétés, procéder à des changements de régime dans des pays qui avaient appartenu à la sphère soviétique ou qui avaient été protégés des interventions américaines en raison de l'existence de l'Union soviétique. Ainsi, juste après la guerre du Golfe, ils ont déclaré, Wolfowitz l'a dit à Wesley Clark, que le plan consistait à renverser 7 régimes. Je ne vais pas tous les citer, mais tous, sauf le Soudan, ont été renversés. Tous, sauf le Soudan et l'Iran. L'Iran était le dernier sur la liste. Le plan consistait à provoquer un changement de régime dans 7 pays, peut-être en l'espace d'une décennie. Ils ont également décidé qu'il fallait étendre l'OTAN jusqu'aux frontières de la Russie, en incluant l'Ukraine. La première étape de cela fut la guerre de Yougoslavie. Il s'agissait donc d'un projet visant à étendre le contrôle des États-Unis. À ce moment-là, l'idée était que les États-Unis pouvaient devenir la puissance unipolaire du monde et réellement dominer la planète d'une manière qu'aucun pays n'avait jamais connue.
Ce plan est resté plus ou moins en place, y compris l'expansion vers la Russie, jusqu'en 2008, lors de la grande crise financière. Et à ce moment-là, until 2008, the great financial crisis, and at that time, the United States, between 2008 entre 2008 et 2010, les États-Unis ont compris qu'ils avaient une vulnérabilité plus grande qu'ils ne le pensaient. L'économie chinoise connaissait une croissance rapide, mais on supposait que le marché finirait par dominer, que la Chine passerait sous le contrôle des États-Unis. Tout le système, en somme. L'idée était que la Chine deviendrait simplement capitaliste et que les États-Unis pourraient exercer un contrôle direct sur son économie. Mais vers 2010, ou pendant la grande crise financière, ils se sont rendus compte que l'économie chinoise n'était pas entrée dans une situation de type dépression, comme en Occident. Au contraire, elle s'était redressée en forme de V. Elle avait chuté, puis était remontée aussitôt. Avec des taux de croissance de 10%, 7% sur une longue période, la plus grande expansion que nous ayons jamais connue, soudain, l'économie chinoise paraissait inarrêtable. Suddenly the Chinese economy looked unstoppable. And so the United States realized that Ainsi, les États-Unis ont compris qu'ils perdaient le contrôle. Cela était particulièrement évident dans le secteur des hautes technologies, qui était le plus touché. Obama a lancé son pivot vers l'Asie en 2010-2011. Obama et Hillary Clinton voulaient agir, mais ils ne pouvaient pas vraiment s'en prendre à la Chine à ce moment-là, car celle-ci traversait une transition politique juste après. Ils pensaient qu'ils allaient avoir un nouveau Gorbatchev. Ils pensaient que Xi serait le nouveau Gorbatchev. Ils n'avaient pas compris ce qui se passait réellement en Chine, ni l'engagement envers le socialisme aux caractéristiques chinoises avant environ 2015. Puis est venue l'élection de 2016. Socialism with Chinese characteristics until 2015. And in the 2016 election, Trump won, and they introduced what we call the new Trump a gagné, et ils ont introduit ce que nous appelons la nouvelle guerre froide contre la Chine en 2017, pendant la première administration Trump, très explicitement. Cela faisait aussi partie d'un changement, conçu en partie par des associés d'Henry Kissinger. L'idée était qu'il leur fallait une sorte de détente avec la Russie afin de pouvoir se concentrer sur la Chine. C'est devenu l'aspect directeur de la stratégie militaire des États-Unis. Mais ils se sont rendus compte, avec les droits de douane, ils frappaient durement la Chine, avec environ 120 milliards de dollars de tarifs, que la Chine a riposté en restreignant les terres rares, et l'administration Trump a dû reculer. Ils ont donc décidé de se concentrer sur la prise de contrôle en Amérique latine et au Moyen-Orient. Mais cela fait partie de ce que nous voyons souvent avec l'administration actuelle. En réalité, les républicains et les démocrates sont unis dans cette nouvelle guerre froide. La grande division porte sur le degré d'attention à accorder à la Russie, et les démocrates veulent poursuivre cette stratégie. Cela dure donc depuis un certain temps. Au sein de l'administration, ils ont d'abord soutenu Albrecht Kolbe, qui était le secrétaire adjoint à la Défense chargé de la politique, a soutenu qu'il ne fallait pas se concentrer sur l'Iran, mais sur la Chine. Mais ils ont finalement conclu que la meilleure façon d'atteindre la Chine était de s'en prendre aux maillons faibles, et ils ont considéré l'Iran comme l'un d'eux. Et bien sûr, contrôler le pétrole iranien leur donnerait alors un levier sur la Chine, et même sur la Russie et l'Asie centrale. Donc, c'est un peu comme il y a beaucoup de géopolitique impériale en jeu ici, ainsi que la question du dollar et de la balance des paiements dont parle Prabhat. Ces questions sont en réalité toutes liées. Et la décision d'attaquer l'Iran de toutes ses forces, conjointement avec Israël, a en fait été prise par les États-Unis. Israël voulait le faire depuis toujours, mais ne pouvait pas le faire sans les États-Unis. Et c'était une décision précipitée de Trump.
Ils ont écarté tous les généraux et conseillers à la sécurité nationale qui étaient prêts à lui tenir tête ou à lui fournir des informations fiables. Et ils y sont allés délibérément, pensant pouvoir faire en Iran ce qu'ils avaient fait au Venezuela, essentiellement par des assassinats. Et ils sont entrés en Iran. Un piège. Voilà donc la situation. Mais cela fait partie d'une stratégie impérialiste plus large. Et comme le dit Prabhat, les États-Unis sont aujourd'hui vraiment très désespérés. Vous savez, je me souviens toujours de l'essai de George Orwell, Tirer sur un éléphant. Il y a là-dedans un élément de tristesse. Mais les États-Unis ressemblent un peu à un éléphant blessé maintenant. Et c'est très, très dangereux pour la stabilité mondiale. Rappelez-vous, Trump a dit qu'il allait augmenter les dépenses militaires américaines, les dépenses militaires officielles des États-Unis, passant essentiellement de 1000 milliards à 1500 milliards de dollars. Et cela, c'est officiel. Le montant est basically $1 trillion to $1.5 trillion, and that's official. The amount is really the real amount is actually twice that. En réalité, le montant réel est en fait 2 fois plus élevé. J'ai mené des études empiriques avec d'autres à ce sujet. Et il faut comprendre que la Chine dépense environ 300 milliards de dollars pour l'armée, tandis que les États-Unis dépensent le tiers de cette somme rien que pour les armes nucléaires chaque année. C'est donc une situation très dangereuse où la stabilité et la paix mondiale sont menacées comme jamais auparavant dans notre vie. Si je pouvais développer la question de l'armée, compte tenu de la réponse du professeur Patnaik sur l'importance de définir cela comme une guerre impériale, et vous avez évoqué la tentative de renforcer le système du pétrodollar, que ce soit en s'emparant du pétrole iranien ou en essayant d'ancrer ses revenus pétroliers par des investissements dans des actifs libellés en dollars. Qu'ils y parviennent ou non est une autre question. Nous en discuterons plus tard. Mais c'est bien la tentative, et le professeur Foster ajoute qu'il y a aussi l'élément de la domination géopolitique. Et une fois que la stratégie de domination de la Chine semble échouer, peut-être que la prochaine stratégie consiste à dominer le maillon relativement plus faible. Je voulais poser une question concernant l'armée en particulier, car la finance, le dollar et l'armée sont les piliers les plus importants de l'impérialisme américain. Ma question pour vous deux, peut-être que le professeur Patnaik pourrait commencer, est la suivante. Traditionnellement, l'économie keynésienne affirmait que le problème du déficit de la demande était résolu en accélérant l'industrie militaire aux États-Unis, ce qui menait à un quasi-plein emploi, et ainsi de suite. Et même au sein de la théorie marxiste, et le professeur Foster en a écrit à ce sujet, l'idée du capital monopoliste menant à une stagnation des profits pouvait être résolue, entre autres par la guerre. Mais ce que nous observons maintenant, à ce stade, c'est que l'impact a été assez négatif. Les statistiques du BLS sur l'emploi, ainsi que celles de l'ADP et d'autres sources, montrent une stagnation claire du marché du travail. Les taux d'intérêt sont désormais élevés pour contenir l'inflation, ce qui pourrait encore freiner la croissance. Le professeur Foster a évoqué plus tôt le déficit qui pourrait s'aggraver ou s'accélérer si le budget de la défense passait de 1000 à 1500 milliards de dollars. Et la liste pourrait continuer. Ma question à vous deux est donc la suivante. Où en sommes-nous, en tant que marxistes ou analystes, sur l'idée d'un keynésianisme militaire à ce stade de l'impérialisme et du capitalisme tardif? Eh bien, les États-Unis ont toujours été, pendant toute la période d'après-guerre, un régime keynésien militaire. En fait, c'est quelque chose que Barron et Sweezy ont démontré, tout comme Harry Macduff.
Monthly Review a joué un rôle de premier plan en mettant en lumière à la fois la tendance à la surproduction sous le capitalisme monopoliste et la tendance compensatrice par l'intervention keynésienne, mais à travers les dépenses militaires. C'est très différent de l'Europe où, sous l'influence de la social-démocratie, on a effectivement vu apparaître un certain nombre de mesures d'État-providence. Bien sûr, il ne faut pas surestimer ces mesures d'État-providence, car beaucoup d'entre elles étaient financées par la fiscalité de la sécurité sociale, pesant sur la classe ouvrière elle-même. Néanmoins, l'intervention keynésienne en Europe a pris une forme tout à fait différente de celle des États-Unis. Had taken a form quite different from the United States. Now, but on the other hand, military intervention per se. Mais d'un autre côté, l'intervention militaire en soi ne signifie pas nécessairement une économie de guerre permanente. En d'autres termes, cela ne veut pas dire qu'il y a réellement des guerres. En fait, je pense que les dépenses militaires engagées pendant la guerre du Vietnam ont été à bien des égards responsables de l'effondrement du dollar plus tôt, lorsque Nixon a dû rompre le lien entre l'or et le dollar. Car, encore une fois, il y avait tellement de dollars qui sortaient des États-Unis que De Gaulle a clairement indiqué que la France n'allait pas les conserver. À cette époque, le prix du dollar en or était fixé à 35 $ l'once, et tout le monde voulait de l'or. C'est pourquoi, bien sûr, le lien or-dollar a été rompu. Ainsi, les dépenses militaires, si elles conduisent réellement à une situation de type guerre ou à des guerres, peuvent même être contre-productives. Je dirais donc que bien sûr, en ce moment, l'ensemble du monde capitaliste, en raison des inégalités de revenus considérablement accrues sous le capitalisme néolibéral, est véritablement en proie à une crise de surproduction. Or, cela est quelque peu dissimulé aux États-Unis, car le taux de chômage y est masqué par une baisse du taux de participation à la population active. Mais si l'on suppose un taux de participation identique, le chômage est en réalité assez élevé. Les politiques tarifaires de l'administration Trump n'auraient aucun sens si les États-Unis étaient proches du plein emploi, puisque l'objectif même de ces politiques tarifaires est de transférer les activités vers sa propre économie. Et si l'on est proche du plein emploi, cela ne fait qu'engendrer de l'inflation. Il y a donc dans les politiques tarifaires de Trump elles-mêmes un aveu implicite que les États-Unis connaissent en réalité une situation de surproduction et de chômage. Maintenant, bien sûr, d'un autre côté, je ne suis pas certain que l'augmentation des dépenses militaires soit nécessairement liée à cela sur le plan fonctionnel. Je veux dire, mon sentiment personnel est que, comme John l'a dit et comme je le disais plus tôt, le projet impérial prend son essor à la fois pour des raisons économiques, liées à la force du dollar, entre autres, et pour des raisons géopolitiques qu'il a énumérées. Fondamentalement, il s'agit d'une tentative de recoloniser le monde. Fundamentally, there is an attempt to recolonize the world. In fact, Marco Rubio's speech is something which... En réalité, le discours de Marco Rubio en est révélateur. Il a déclaré que la civilisation occidentale avait été sapée par la montée du communisme et par le soutien communiste aux luttes de libération nationale et anticoloniale. L'idée aujourd'hui est d'inverser cette inversion, ce qui revient essentiellement à attaquer le communisme et à annuler les acquis des luttes anticoloniales. Le projet consiste donc à recoloniser le monde, ce qui, bien sûr, implique d'énormes dépenses militaires. Mais le projet n'a pas pour but, à l'inverse, de créer de l'emploi par le biais des dépenses militaires. Je dirais qu'il s'agit véritablement d'un projet impérial plutôt que keynésien. Professeur Foster. Je pense que cette conclusion est juste, qu'il s'agit d'un projet impérial plutôt que keynésien. Je veux dire, il y a encore quelques éléments keynésiens dedans. Mais vous savez, pendant la Seconde Guerre mondiale, ou même la guerre du Vietnam,
lorsqu'ils se sont étendus, lorsqu'ils ont mené une guerre à grande échelle. Ils ont enrôlé des millions de soldats. Et évidemment, cela a eu un effet sur le chômage. Mais ils mènent cette guerre avec une armée permanente qui n'affecte pas directement l'emploi. C'est ça. That doesn't affect, it doesn't affect employment directly. And it's also that, a war has... C'est aussi que, vous savez, une guerre doit être très importante pour avoir un véritable impact. Je veux dire, les États-Unis dépensent déjà énormément pour l'armée. Mais laissez-moi aborder la question sous un autre angle. L'une des grandes choses aux États-Unis en ce moment, c'est la technologie de l'IA, l'intelligence artificielle et les bases de données. Et on peut examiner cela d'un point de vue statistique. Je crois que c'était au dernier trimestre de 2025. En fait, je dois vérifier de quel trimestre il s'agissait. Peut-être le 3e ou le 4e trimestre de 2025. Les États-Unis dépensaient. Les États-Unis dépensaient. The United States was spending, the U.S. Investment expenditures were 80%. Les dépenses d'investissement, environ 80% d'entre elles, étaient réalisées par des entreprises de haute technologie axées sur les centres de données. C'était vraiment extraordinaire. 80% de tous les investissements en cours étaient liés à l'IA. Sans cela, l'économie serait dans une situation proche de la dépression. Et si l'on remonte au 19e siècle, les chemins de fer représentaient environ 25% des investissements à certaines périodes, ce qui était déjà colossal. Mais ce qui se fait aujourd'hui avec les centres de données est encore plus important. Cette technologie est étroitement liée au domaine militaire, et le gouvernement américain cherche de plus en plus à la relier aux sous-traitants militaires traditionnels ainsi qu'aux nouveaux sous-traitants militaires spécialisés dans l'IA. De toute façon, une grande partie de tout cela alimente le développement impérial et les dépenses militaires, et ils se considèrent comme engagés dans une course avec la Chine pour dominer cette technologie, qu'ils estiment donner tout le pouvoir à celui qui prend l'avantage. C'est donc un aspect vraiment important. Le soutien de Trump, en ce qui concerne la classe des milliardaires, provient en grande partie des hautes technologies, le secteur le plus important, ainsi que du pétrole et de la finance. Cette administration est étroitement liée à tout cela, et elle adopte aujourd'hui une attitude très belliqueuse. Ils veulent utiliser l'IA dans la guerre. Et bien sûr, nous avons vu, dès le premier jour, le 28 février, dans les premières 24 heures, qu'ils ont visé 1 millier de sites à l'aide de l'IA, et bien sûr touché cette école, tuant 175 personnes. C'est donc une grande partie de tout cela, ce développement technologique. Ils se perçoivent comme engagés dans une toute nouvelle révolution industrielle, liée au domaine militaire. Investir davantage d'argent dans l'armée en fait partie. Et ils considèrent aussi qu'ils ont besoin de ressources. Ils ont besoin de lithium, de cobalt, de terres rares, de pétrole. Cela alimente donc également une dynamique impériale. Pour comprendre cela, il faut saisir toute la notion de rendre sa grandeur à l'Amérique. L'idée centrale de l'administration Trump était que les États-Unis étaient en déclin sur la scène mondiale et qu'ils allaient inverser cette tendance. Ainsi, tout ce dont Prabhat et moi avons parlé fait en réalité partie d'une seule et même idée. Tu sais, tout ce phénomène est lié au déclin de la puissance des États-Unis et à la tentative de la ressusciter, ainsi qu'au danger que cela représente pour le monde entier. Et bien sûr, il ne s'agit pas seulement des États-Unis. L'Europe a décliné rapidement, encore plus que les États-Unis, et elle se concentre sur la Russie, en prêtant peu d'attention à autre chose pour le moment. Mais les États-Unis dépendent de ce que Samir Amin appelait la triade de l'alliance États-Unis-Europe et du Japon.
à mesure que l'hégémonie américaine s'est affaiblie, cela est devenu la nouvelle alliance hégémonique. Aujourd'hui, les États-Unis considèrent l'Europe comme assez inutile dans ce cadre, à moins qu'elle ne se remilitarise réellement, et ainsi de suite. C'est donc un grand projet impérialiste que Prabhat a résumé comme une tentative de recoloniser le monde. Professeur Patnaik, avez-vous des réflexions à partager? No, I mean, given the fact that I see it as an Non, je veux dire que, compte tenu du fait que je vois cela comme une tentative de recoloniser le monde, je considère que la résistance de l'Iran est quelque chose de vraiment nécessaire et salutaire pour l'ensemble du Sud global. En d'autres termes, ma liberté, la liberté des pays du Sud global qui ont été décolonisés après la Seconde Guerre mondiale, est très étroitement liée à l'échec du projet américain en Iran. S'il réussit, nous serons dans une situation très critique. Si les États-Unis réussissent en Iran, ils seront encouragés à poursuivre leur projet impérial de manière encore plus accélérée. Mais s'ils échouent en Iran, alors je pense qu'il pourrait réellement être possible de l'arrêter dans son élan. Je veux dire, par exemple, que ce qui se passe à Cuba est très étroitement lié à ce qui se passe en Iran. Je pense donc que cette lutte en Iran revêt une importance cruciale pour le monde. Et j'ai le sentiment qu'à l'échelle mondiale, il n'y a pas une reconnaissance suffisante de ce fait. Je crois que le président Lula l'a souligné, l'a mis en avant, mais dans le reste du Sud global, cette prise de conscience est beaucoup plus limitée, comme en témoigne le fait qu'il y a eu plusieurs résolutions de l'ONU critiques envers l'Iran, mais aucune concernant l'attaque américano-israélienne contre l'Iran. Je pense qu'il est très important que ce message parvienne réellement au peuple du Sud global. Professeur Foster, je voulais simplement ajouter un point à ce que le professeur Patnaik vient de dire. L'importance et la signification de la lutte en Iran, ou de la résistance en Iran, contre l'impérialisme américain. C'est extrêmement significatif à bien des égards pour l'Asie de l'Ouest elle-même, ainsi que pour la résistance et la lutte en Palestine. Mais je dirais aussi que cela a des conséquences sur des questions comme l'abandon du système du pétrodollar. Certains analystes affirment que la vulnérabilité des points d'étranglement a révélé à quel point les pays du Sud global dépendent du pétrole. D'autres estiment que la transition vers l'énergie verte, et la technologie chinoise en particulier, pourrait s'accélérer après cela, compte tenu des conditions auxquelles les pays du Sud global sont confrontés sur le terrain. Les longues files d'attente aux stations-service, et ainsi de suite. J'étais donc simplement curieux, dans votre analyse et votre opinion, quelle est la signification de la résistance de l'Iran? Eh bien, la signification immédiate de la résistance de l'Iran est une lutte pour la souveraineté. Et je pense qu'il faut la voir ainsi. Bien sûr, aux États-Unis et dans son système de propagande, on essaie d'en faire un cas de régime non démocratique ou terroriste, et tout ce genre de choses. Mais tout cela n'est qu'une distraction. Cela n'a rien à voir avec la réalité. Du point de vue du Sud global, il s'agit d'une question de souveraineté, de savoir si l'Iran peut défendre sa souveraineté, et, en réalité, d'un cas de dissuasion. Si l'Iran parvient à dissuader les États-Unis, cela fera une énorme différence dans le monde entier. Peut-être vaut-il la peine d'examiner un peu la guerre sous cet angle. Je suppose que Trump va prononcer un discours à ce sujet ce soir, dans lequel il va dire que nous avons gagné la guerre, que nous allons porter un coup final, puis nous retirer. Nous ne savons pas en quoi consistera ce coup final, mais c'est ce qu'ils vont dire. Je ne sais pas s'ils peuvent vraiment se dégager de cette situation, mais il vaut la peine d'y regarder de plus près. L'Iran est en train de gagner,
en réalité. Cette guerre, eh bien, une partie de tout cela concerne le détroit d'Ormuz, bien sûr. Et il est impossible pour les États-Unis d'y envoyer des troupes au sol, tu sais, sur l'île de Karg ou les autres îles, pour tenter quoi que ce soit. Ils ont maintenant 50 000 soldats qu'ils ont déployés, mais il n'y a aucun moyen d'ouvrir le détroit d'Ormuz. Les troupes au sol ne pourraient pas le faire, ce qui est plutôt absurde, et elles subiraient de lourdes attaques. Mais il leur faudrait des navires de déminage en haute mer pour dégager le détroit d'Ormuz. Et les États-Unis n'en ont pas, et ils seraient sous le feu. Il leur est impossible d'y parvenir. Alors Trump a simplement déclaré que de toute façon, le détroit d'Ormuz ne nous importait pas vraiment, que nous n'en avions pas besoin, et que les autres pays n'avaient qu'à payer pour cela. On ne peut faire confiance à rien de ce que dit l'administration, car elle ment en permanence. Et même au sein de l'administration, ses représentants affirment que le fait qu'ils se contredisent pratiquement à chaque phrase est la preuve de son génie stratégique, parce que l'ennemi ne sait pas ce qu'il va faire. Mais lui non plus ne sait rien. Ils ne savent pas ce qu'ils font. Ils ont perdu le détroit d'Ormuz, et l'Iran va désormais y imposer des péages pour les pays qui l'approuvent, ce qui n'inclut pas les États-Unis, Israël ni les alliés américains. Ils vont récolter des dizaines de milliards de dollars et leur monnaie va se renforcer. Donc économiquement, tu sais, c'est vraiment, à bien des égards, ce sera un succès pour eux. Il n'y a rien que les États-Unis puissent faire à ce sujet. Les États-Unis parlent peut-être, enfin, ils envisagent toutes les options, d'attaquer toutes les installations civiles d'électricité et d'eau. En gros, d'attaquer la population civile, voire d'utiliser des armes nucléaires tactiques. Nous ne savons pas quel est censé être le coup final dans tout cela. Et avec ce genre de direction folle, on peut s'attendre à tout. Mais cela ne changera pas le fait que je ne pense pas qu'il y aura un renversement de la situation. L'Iran a vraiment dissuadé les États-Unis. Il est capable de frapper les bases américaines, les porte-avions, les avions, tout, et les États-Unis se retireront. Dans les cercles de la défense américaine, on dit maintenant, eh bien, nous avons tondu la pelouse en Iran et nous reviendrons la tondre à nouveau, juste pour empêcher l'herbe de repousser. C'est vraiment une chose un peu absurde, mais c'est extraordinaire ce qui s'est passé. Et je ne pensais pas que l'Iran pouvait... Je ne réalisais pas que l'Iran pouvait neutraliser le radar THAAD et, en gros, percer tout le système de défense américain et israélien de cette manière. Mais c'est la réalité. Les bases ne sont désormais plus vraiment utilisables et cela affecte les capacités d'action des États-Unis. Donc il y a tout cela. Maintenant, en ce qui concerne les conséquences, oui, je pense que nous voyons des nations choisir la technologie solaire, la technologie verte venant de Chine, parce qu'elle réduit réellement leur dépendance au pétrole. Vous savez, Cuba, si elle survit, va devenir le plus grand État solaire, le plus grand exemple d'une économie alimentée par l'énergie solaire que nous ayons vu. Le pétrole n'est désormais principalement nécessaire que pour soutenir l'infrastructure de l'énergie solaire. Et je pense que les pays d'Afrique et d'ailleurs vont se tourner vers le solaire. Cela donne donc un levier à la Chine et cela va saper l'économie pétrolière. Tout cela contribue en quelque sorte à affaiblir l'économie du pétrole. Et bien sûr, c'est désastreux pour les États-Unis. Vous savez, Trump n'avait que 27 ou 29% de soutien pour la guerre au début, ce qui était stupéfiant, car cela n'arrive pas aux États-Unis. Et c'était avant que les effets néfastes ne se fassent sentir. Nous estimons que la base MAGA représente 34%, et le soutien à la guerre est inférieur à cela. Cela lui cause vraiment du tort jour après jour, à mesure que les prix à la pompe augmentent. Les États-Unis sont donc vraiment désespérés de sortir de cette situation,
car l'administration est en train de sombrer. Et pour moi, la défense de sa souveraineté par l'Iran, c'est tout l'enjeu de cette guerre. Professeur Patnaik, étant donné ce que vous dites tous les deux, à savoir qu'il s'agit avant tout d'une lutte pour défendre la souveraineté, je voulais relier cela à la question du nationalisme économique, car après tout, la résistance militaire n'en est qu'un des volets. Et après tout, ce que l'Iran nous montre, c'est qu'il a pu se défendre parce qu'il disposait d'une politique industrielle. La question est donc, bien sûr, que nous vivons à une époque de nationalisme intense, mais dans un sens positif, contre l'impérialisme américain, à cause, pour commencer, des guerres tarifaires, puis du Venezuela, de l'Iran, et ainsi de suite. Ma question est la suivante. Serait-ce le moment de se tourner vers un nationalisme économique, de s'éloigner d'un capitalisme néolibéral et financiarisé, étant donné que la guerre a révélé la vulnérabilité des États-Unis? Et sachant qu'un pays comme l'Iran, avec moins de 500 milliards de dollars en termes nominaux et moins de 2000 milliards en termes de PPA, se situant autour de la 26e ou 27e place en PIB global, a non seulement réussi à résister, mais aussi à infliger des dommages significatifs à l'Empire américain en maintenant une politique industrielle malgré d'énormes sanctions. Je pense personnellement que c'est un moment crucial pour que les pays du monde entier repensent leur approche, qu'ils réalisent que nous pouvons, que nous devrions et que nous devons avoir des politiques industrielles et nous éloigner du néolibéralisme. Vous avez été une voix majeure sur ces questions. Pourriez-vous partager vos réflexions? Eh bien, deux choses. Premièrement, je pense que cela va changer la notion de guerre que nous avons eue jusqu'à présent. L'Iran dispose, je crois, d'un budget militaire d'environ 8 milliards de dollars, tandis que les États-Unis en ont un d'environ 1000 milliards, soit environ 120 fois plus. Maintenant, le fait est que l'Iran pourrait réellement survivre. US has about $1 trillion, 120 times. Now, the point is that the fact that Iran could actually survive, the US calculation obviously was wrong. They thought the moment... Le calcul des États-Unis était manifestement erroné. Ils pensaient qu'une fois la haute direction éliminée, l'Iran s'effondrerait, mais ce n'est pas le cas. Cela montre que la guerre ne se limite pas au conflit militaire. Elle implique aussi le pétrole, le marché boursier et l'économie mondiale dans son ensemble. Je pense donc que la notion même de guerre doit évoluer. Disposer d'une puissance militaire suffisante ne suffit pas pour réellement gagner. Quant à l'autre question que vous avez soulevée, elle est très importante. Je pense que ce n'est pas seulement que tout l'argument néolibéral était vicié, c'était en réalité une sorte d'escroquerie intellectuelle jouée au détriment du tiers-monde. Je crois que cet argument était faux dès le départ. Je pense que c'est un argument fallacieux et complètement erroné de prétendre que chaque pays peut bénéficier d'une croissance tirée par les exportations en ouvrant son économie. Ce n'est pas possible, car la croissance de la demande sur le marché mondial est limitée. Elle dépend de toutes sortes de facteurs indépendants. Par conséquent, si un pays croît rapidement, cela doit se faire au détriment d'un autre. Toute l'idée consistait à pousser le Sud global à adopter des politiques du type « appauvrir son voisin », comme dire que l'Inde ne peut bien s'en sortir que si le Bangladesh ne le fait pas, ce que je trouve absurde. C'était une supercherie dès le départ, destinée à piéger nos économies dans une situation où nous restons dépendants du capital métropolitain. Mais d'un autre côté, je pense, comme vous le dites à juste titre, qu'aucune quantité d'arguments n'aurait pu convaincre les gens. Mais cette guerre a certainement rendu très clair que, voyez-vous, ils peuvent couper vos approvisionnements alimentaires à tout moment.
Ils peuvent interrompre vos importations essentielles à tout moment. Ils peuvent mettre votre économie à genoux à tout moment. Dès que vous commencez à raisonner en termes de cette idée d'interdépendance mondiale, et ainsi de suite. L'idée d'interdépendance mondiale dans un monde caractérisé par l'impérialisme est fondamentalement erronée. Et c'est quelque chose qui a été vendu au tiers-monde, et je suis heureux que la guerre en ait révélé le vide. Professeur Foster. Je suis d'accord avec tout cela aussi. Je réfléchissais simplement dans une direction un peu différente. À propos de la manière dont Samir Amin, dans son dernier livre, dont le titre m'échappe pour le moment, soulignait que la Chine avait réussi à mener un projet national souverain. En revanche, sur la question de l'Iran, il oscillait. Il disait que l'Iran, en raison de la structure politique théocratique qu'ils avaient développée, n'avait pas vraiment pu construire un projet national souverain de la même manière, n'est-ce pas? Et c'était, disons, une limite de la révolution islamique. Cependant, la révolution islamique leur a en même temps partiellement permis de rompre avec le capitalisme. Ils y ont été contraints. Les sanctions imposent une sorte de découplage, n'est-ce pas? Toutes ces sanctions, la guerre hybride constante contre l'Iran, si l'on peut l'appeler ainsi, les ont poussés à se détacher et à élaborer ce qu'on pourrait qualifier de politique industrielle propre. Et nous voyons certains effets de cela dans leur capacité à résister. C'est vraiment assez extraordinaire qu'ils soient désormais capables d'imposer des péages dans le détroit d'Ormuz à la suite de cela. Ils n'auraient pas pu le faire avant la guerre, ou ils auraient alors risqué d'en provoquer une. Mais maintenant, ils le peuvent, et cela semble effectivement ouvrir un espace pour une sorte de projet national souverain en Iran. Ils se sont développés dans le cadre du régime islamique. Et les États-Unis ont réussi à faire tomber des nations du Sud global qui se développaient pourtant de manière indépendante. Il ne s'agit pas seulement de pétrole, il s'agit d'éliminer tous les centres de pouvoir. Et je pense qu'il y a des signes montrant que l'Iran agissait de façon très indépendante. Et c'est là la base de sa résistance. Nous en voyons les signes. Et cette leçon devrait être comprise dans d'autres pays du Sud global, quant à la manière dont ils organisent leur société. Cela rejoint ce dont parle Prabhat, tomber dans le piège néolibéral, les économies purement tournées vers l'exportation, les politiques de chacun pour soi, et ainsi de suite. Bien sûr, l'Iran dispose de pétrole, donc il n'a pas les mêmes problèmes que beaucoup d'autres pays, et cela fait une différence. Mais malgré tout, il y a ici des leçons à tirer. Nous arrivons à la fin. Je voulais simplement donner à la professeure Patnaik et au professeur Foster une minute chacun pour un commentaire de clôture, si vous en avez un. Eh bien, vous savez, je veux dire, la façon dont je vois les choses, en termes d'évolution à très long terme, je crois que l'impérialisme a réussi à repousser le défi du socialisme qui avait émergé avec l'Union soviétique et ainsi de suite, en utilisant le fondamentalisme islamique, en utilisant l'islamisme. Ils se sont débarrassés de Mossadegh parce qu'ils avaient l'ayatollah Khomeini en Iran qui les soutenait. Ils ont utilisé les talibans contre la révolution afghane, ce qui a également affaibli la puissance de l'Union soviétique. Ainsi, l'islamisme a été un allié de l'impérialisme dans sa croisade anticommuniste. Et maintenant, après cela, l'islamisme lui-même se retrouve à affronter l'impérialisme. Et je pense que le signe positif, c'est que, disons, le fait que la Chine aide l'Iran constitue réellement un front contre l'impérialisme qui réunit à la fois la gauche et l'islamisme. En d'autres termes, ils ne peuvent plus isoler l'islamisme seul comme ennemi et le détruire. En réalité, on assiste à la formation d'un front entre d'un côté la gauche
que la Chine représente, et de l'autre l'Iran, représentant l'islamisme. Donc je pense que, sur le plan des implications à long terme de ce qui se passe, ces développements sont très très cruciaux et fondamentaux en ce moment. Professeur Foster, vos remarques de conclusion. Eh bien, je pense que, vous savez, si l'on remonte à 1979 et à la révolution islamique, c'était vraiment la première grande révolution qui ne reposait pas sur une base marxiste, mais sur une base islamique. Mais c'était une révolution, et elle a unifié le pays d'une manière différente. Bien sûr, il y a beaucoup de contradictions en son sein, mais je pense que les États-Unis, en déclarant la guerre à l'Iran, ont sous-estimé le fait qu'ils affrontent une nation qui a traversé une révolution. Et cela change beaucoup de choses. Et je pense que cela, ajouté au fait que, comme le note Prabhat, la Chine s'est alliée au Sud global et à l'Iran, crée une constellation différente dans la politique mondiale. À part cela, j'aimerais simplement ajouter que oui, je suis son élève, pas formellement, mais de manière informelle, tout au long de ma vie. Et j'ai toujours appris de lui d'abord, puis j'ai élaboré mes propres idées, peut-être pour les compléter. Donc je suis honoré d'être ici et de faire partie de cela. Ce fut un grand honneur pour moi de vous recevoir tous les deux, et je vous remercie infiniment d'avoir accepté. Nous sommes séparés par des fuseaux horaires qui ne sont pas très pratiques. Il est assez tard, ou du moins tard, en Inde, et il est aussi assez tôt pour le professeur Foster dans le fuseau horaire du Pacifique. Donc, encore une fois, merci à vous deux d'avoir participé. Merci beaucoup.